Bon, je suis parti une semaine avec mes gosses. On s'est réunis autour de la table ici et mon fils a dit on part sud-est. Chez nous, ça ne veut pas dire Asie du Sud-Est, ça veut dire Château-Thierry. Et puis on a terminé dans le Jura. C'est une manière de parcourir ma France que j'aime bien, par les petites routes. Je l'ai déjà fait une fois à la traversée totale sans avoir un seul feu rouge. Bon, et on se retrouve à faire du foot à la ferme, à prendre un autostoppeur qui travaillait à la CAF et qui a décidé de changer de vie, à aller dans un village vacances complètement désaffecté avec sans doute des fantômes de gamins qui ont traîné en colo là. Et c'est dans ce périple un peu déconnecté que j'ai chopé comme ça des bouts de politique. Bon, d'abord, le grand débat, puisque ça nous était annoncé des mois à l'avance, le grand débat présidentiel qu'on doit attendre tous les 5 ans. Je me souviens d'un gilet jaune sur lequel il était écrit faire l'amour une fois tous les 5 ans, ça n'est pas une vie sexuelle. Voter une fois tous les 5 ans, ça n'est pas une vie démocratique. Ben, quand on voit sur quoi le débat aboutit, c'est l'impression que tu as fait un flan, puis tu le sors du four et ça fait comme ça. Parce que, à quoi on a assisté? Franchement, on aurait cru 2 experts comptables qui chipotaient sur les virgules. On a traversé la crise sociale des gilets jaunes. On a traversé la crise sanitaire du Covid. On a une crise géopolitique en Ukraine, on a surtout une crise écologique à affronter pour l'avenir, et tu as 2 pinailleurs comme ça qui se chamaillent sans souffle, sans vision, sans rien. Bref, il y avait un côté, je trouve, assez désespérant à ça. Bon, je suis arrivé chez ma sœur, à Grenoble, à la fin, qui m'a remis les professions de foi, puisque j'étais pas repassé par ma boîte aux lettres. Alors déjà, Marine Le Pen, c'est pour tous les Français, elle est toute seule, mais surtout, c'était écrit en caractère 7. On croirait qu'elle veut pas que les personnes âgées la lisent. Et c'est en gris, à la place de mettre du noir. C'est illisible. Enfin, je ne comprends pas combien elle a payé qui pour faire ce truc-là. Mais alors, Macron, c'est ma sœur qui m'a fait le décryptage sémiologique de ça. Tu as les gens qui sont flous en photo autour de lui. Pour mettre nous tous, il met du monde autour de lui, il y a des photos partout. Mais si tu regardes, en fait, il n'y a que des mâles, vieux, blancs, en costard. Partout. Ça veut dire que le nous tous de Macron, c'est ça. C'est une immense homogénéité sociale et surtout ce flou, pour moi, dans les gens autour de lui, c'est aussi le flou dans son programme. Parce que, pour moi, le vrai programme de Macron, il n'est pas là-dedans. C'est celui qu'il a envoyé à la Commission européenne, c'est son programme caché, c'est son programme de stabilité, et là, il est très net. En termes de chiffres, il n'y a pas de chipotage derrière la virgule. Il va baisser de 3% dans le PIB les dépenses publiques, de 75 milliards d'euros. Ça veut dire qu'il va aller gratter sur tout. Sur les retraites, il y aura une bagarre là-dessus, mais il va aller gratter sur les hôpitaux, il va aller gratter sur les écoles, il va aller gratter tous azimuts. Alors là, on a un Macron qui s'est fait tout doux. Il caressait les électeurs de Mélenchon dans le sens du poil, dans l'entre-deux tours. Tout ça ne va pas durer, c'est évident. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la continuité du libéralisme autoritaire. Ça ne sera pas le fruit du hasard, c'est parce qu'il y a un détachement, on le sait, c'est ce que je répète maintenant depuis un bout de temps, mais il y a un grand détachement de l'idéologie dominante qui se voit depuis, entre autres, le 29 mai 2005, qui fait que de toute façon, le projet de l'élite, le projet de Macron, le projet de ses amis, il est désavoué par la société française. En 2005, c'était 55% des Français qui ont répondu non à la concurrence libre et non faussée, non à la libre circulation des capitaux, non à cette Europe-là, non à cette mondialisation. Et pourtant, que va faire Macron? Qu'est-ce qu'il va faire avec ses amis? Il va falloir poursuivre cette Europe-là, poursuivre cette mondialisation. Donc de toute façon, ça va se faire en tension avec la société. Et donc, à la fois, il va continuer à essayer de pouvoir mener son projet par la force de résignation, et quand ça ne tiendra plus par la force de résignation, parce que sa réforme des retraites, entre autres, on va lui dire non, il y aura là la force de coercition. La force de coercition dans la rue, c'est les LBD. La force de coercition à l'Assemblée, c'est le 49.3. Un 49.3 que Bruno Le Maire a déjà annoncé qu'ils allaient utiliser sur les retraites si nécessaire. Donc, vraiment... tu vois, d'ailleurs, je suis passé à Château-Thierry, c'est la ville des fables de Jean de La Fontaine. J'ai acheté pour ma fille un bouquin de 500 pages et on se fait des fables tous les soirs. Évidemment, c'est le loup et l'agneau, hein, c'est Macron là. C'est le loup qui avale du miel et qui se fait la voix toute douce, qui se met du blanc sur la pâte, mais on ne va pas se laisser avoir. On sait qu'il joue l'agneau encore jusqu'aux législatives et qu'après, ça sera terminé. Bon. Alors, je finis par revenir. Je suis allé voter. J'ai un souhait, c'est que le vote blanc
soit considéré comme un vrai vote. Il y a environ 2 millions de personnes qui, dans le pays, ont voté blanc. Ça représente 6,5% des électeurs, et ça serait davantage, évidemment, si on savait que ça pouvait peser, comme ça se fait aux Pays-Bas, comme ça se fait en Espagne, et qu'on voit qu'avec les votes blancs, il n'a pas la majorité, ni Macron ni Le Pen, et qu'on veut autre chose, et qu'on rebat les cartes. Ça pourrait prendre un vrai sens politique à ce moment-là, et on ne dirait pas, si vous votez blanc, c'est que vous faites le jeu de Macron, ou si vous votez blanc, c'est que vous faites le jeu de Marine Le Pen, ce à quoi on est renvoyé en permanence. Et puis finalement, donc le soir, Macron réélu, on a eu une non-campagne, avec un non-débat, des non-projets, qui aboutissent sur un non-événement. Alors on nous dit, oh là, les journalistes, tu vois, ils prennent leur voix là. Oh, 2000 personnes à la Tour Eiffel! 2000 personnes! Non mais, il y a un nouveau président, même si c'est le même, c'est un événement normalement national, international, et il y a 2000 personnes. C'est dire le grand vide de ça. Mais en face, les manifs, et alors il y en a eu à Rennes, il y en a eu à Paris, il y en a eu dans les grandes métropoles, mais c'est aussi peu nombreuses. Il y a aussi un vide de ce côté-là. Moi, je crois que c'est le calme avant la tempête. Peut-être une tempête dans les urnes, que je souhaite là pour législative, je dis bien peut-être, mais enfin, qui n'est pas une vague, puisque je parlais de tempête, qui n'est pas une vague, une majorité automatique et pléthorique pour Emmanuel Macron, c'est une chose, mais aussi le calme avant la tempête, peut-être en septembre, peut-être avant, et que ça bouge dans la rue. Parce que là, de toute façon, on vit ce temps de détachement que je décrivais, qui font que les mots de concurrence, croissance, mondialisation, les gens, ça suscite chez eux plus aucun enthousiasme, mais du dégoût et de l'inquiétude. Et ça, ce détachement du pays, on le voit dans les urnes ce dimanche. Je prends mon coin, la Somme. Vous savez que je parle toujours de mon coin. Mais qu'est-ce qu'on observe? D'abord, Marine Le Pen, dans le département, elle est majoritaire, légèrement, 51% contre 49% Emmanuel Macron. Mais si on regarde, pas à peine en détail, à Amiens, Macron, il fait 68%, Marine Le Pen, elle fait 32%. Mais dès qu'on va dans les campagnes hors Amiens, on a Marine Le Pen qui fait 61% et Macron qui fait 38%. Ça veut dire que, hors des métropoles, hors de l'Île-de-France, il y a un immense rejet, dans mon coin en tout cas, de Macron, de sa politique, de là où il nous amène. Il y a une tension qui est là palpable dans le pays. Alors ça pose la question de quand on a, là je disais 61% pour Marine Le Pen dans mon coin, on fait quoi? Tu sais, ça me rappelle quand reporter, il me demande, alors qu'est-ce que vous leur dites aux électeurs? Bon, ce que j'ai à leur dire, je leur dis. Mais c'est qu'est-ce que j'ai à vous dire, à vous? Qu'est-ce que ça vous dit à vous quand il y a 61% des voix pour Marine Le Pen? Ça signifie quoi pour moi? Ça signifie que les gens de mon coin, ils se sont pris pendant 40 ans de la mondialisation droit dans la figure. Alors c'est Goodyear, c'est Magneti Marelli, c'est Honeywell, c'est Abelia, c'est Paris au siège de France, c'est les chips Flodor, c'est Yoplait, des boîtes, je peux vous en citer plein. Ça veut dire qu'ils ont vécu des licenciements en série et qu'il y a une angoisse latente pour eux et pour leurs enfants qui traînent. Voilà ce que dit ce vote qui pour moi est une forme de cri. Et que pendant 40 ans, ceux qui dirigent, ils n'ont rien fait contre ça. Ils ont laissé faire, ils ont laissé écraser les gens. Et évidemment, on doit être ceux qui disent non. Qui incarne aujourd'hui ces 40 ans de mondialisation? C'est évidemment Macron. Il en est le symbole même du libre-échange, du banquier en costard. Comment vous voulez que les gens n'aient pas du dégoût pour ça? Eh bien, c'est à nous, maintenant, de prendre la relève et de dire non, il y a un chemin, il y a une alchimie qui est possible pour transformer cette colère en espérance. Je cause de ça dans mon coin. Sur le papier, politiquement, je suis mort. On a Marine Le Pen qui est à 30%, on a Jean-Luc en 3e position à 22%, on a des coins, le Val-de-Nièvre, où il est à 15% et où elle est à 44%. Dès qu'on va dans les campagnes, dans les bourgs, dès qu'on s'éloigne de la métropole amiénoise. Et pourtant, même là, même dans le Val-de-Nièvre, on va gagner. Je veux qu'on gagne. Je veux que les 12 et 19 juin, puisque c'est les dates des élections législatives, on soit majoritaire dans les quartiers nord d'Amiens, populaires, mais aussi dans les campagnes du Val-de-Nièvre, populaires, et qu'on arrive à joindre les deux. C'est le pari qu'on fait. C'est la campagne qu'on lance donc ce samedi à Flixecourt
avec Shirley Dino, un grand karaoké, avec un tournoi de pétanque aussi, avec une fanfare à travers le village. Et ensuite, pendant les 6 semaines qui vont suivre, avec une campagne de proximité, je vais faire la tournée des bistrots. Je vais donner mon foie pour la gauche, avec du porte-à-porte, c'est la clé. Pour moi, la clé de la campagne, c'est le porte-à-porte, c'est aller réveiller les gens les uns après les autres, avec des ruffettes. On va amener du Mario Kart au bas des immeubles ou sur le centre des bourgs, avec Johan Diniz, champion du monde de marche à pied, qui va venir marcher entre les différents quartiers d'Abbeville, avec une balade, ça c'est Dimitri, même s'il s'est fait piquer son vélo hier, qui voulait ça, le long du chemin de halage entre Amiens et Abbeville. Et tout ça pour, au fond, je dis, être un animateur de la démocratie. Animer, ça veut dire réveiller les âmes. Et on va aller comme ça, porte après porte, quartier après quartier, village après village. On va aller réveiller les âmes de notre coin et montrer que entre l'extrême droite et l'extrême argent, on peut rouvrir un chemin d'espérance. Et j'y crois. J'y crois, et je le dirais avec d'autant plus d'ardeur que j'ai l'impression que, à l'inverse d'il y a 5 ans, où on portait ça dans un climat de dépression, là, c'est plus le cas. Là, il y a un truc qui est clos. Je voudrais dire 2 bonnes choses, il me semble, à propos de l'Union populaire aujourd'hui. D'abord, le 10 avril au soir, en regardant les résultats du vote, on aurait pu tomber en dépression et dire bon sang, on rate le coche à 400 000 voix près, 22%, et se tourner en permanence sur le passé, chercher qui on doit accuser et finalement entretenir un côté de bile de la défaite. Ben non, immédiatement, et Jean-Luc Mélenchon lui-même a projeté sur un 3e tour, a projeté sur contrer Macron, a projeté sur les élections législatives, et il a été là entraînant. Et ça porte, je crois. Le deuxième chose, c'est que ça a un aspect locomotive. Alors moi, je dis toujours que j'essaye de me tenir le plus éloigné possible des cuisines, parce que quand tu vois comment se fait le plat, de temps en temps, ça donne pas envie de le bouffer. Mais quand tu le vois arriver dans ton assiette au restaurant, tu es content de l'avoir, quoi. Et donc là, je me tiens éloigné de la tambouille électorale, mais quand même, là, il me semble que l'Union populaire joue un rôle de moteur, d'entraînement, de locomotive, en permettant au maximum de personnes, communistes, écologistes et ainsi de suite, d'entrer dans les wagons derrière et d'entrer en dynamique pour le pays. Pourquoi l'Union populaire? À mon avis, elle gagnerait à s'élargir. D'abord, avec les Verts. Mais j'entends les Verts non pas comme le parti politique seulement, mais comme une espèce de sensibilité qu'il y a dans la société. De ce côté-là, on croit à faire les choses d'en bas. C'est le côté un peu colibri, on fait son AMAP, terre de liens, on récupère un champ à côté de chez soi, on met en place une cantine bio. Et finalement, c'est un côté là de grouillement par le bas, alors que le volet France Insoumise, dont je suis, c'est plutôt un volet par le haut. On va faire des lois, il y aura des règles, il y aura des plans, on va mettre ça en œuvre, et voilà comment ça va se faire. Alors on pourrait dire, il y a une contradiction entre le haut et le bas, entre ces 2 manières de voir. Entre du coup, des Verts qui réussissent bien aux élections municipales, mais qui se plantent quand c'est une élection nationale, et la FI qui peine aux élections municipales, locales, mais qui sont bons aux élections nationales. Je pense qu'il faut au contraire avoir les 2 dans le même ensemble pour trouver un chemin de dépassement de la contradiction, de ce haut et de ce bas. Alors je donne toujours l'exemple de la sécurité sociale qui est née parce qu'il y a des gens qui ont monté des caisses de solidarité dans leur boîte, qui ont développé ensuite une mutuelle au sein d'une fédération. Mais si on en était resté à ce mouvement par le bas, en 1940, on n'a qu'un tiers des salariés qui sont couverts par une assurance sociale. Et il va venir, donc Ambroise Croizat, avec le ministre des Travailleurs à la Libération en 1945, avec un vaste plan de sécurité sociale qui va venir généraliser ça à tout le pays. Et c'est la rencontre de ce bas et de ce haut qui va permettre ce truc de génie qu'on doit continuer à préserver, qui est la sécurité sociale. Je pense que sur le plan écologique, on doit réussir la même chose. La rencontre d'une sensibilité qui pense que c'est par le bas que ça se fait, avec une sensibilité qui pense que c'est pas en dirigeant le pays par le haut que ça se fait. Les 2 doivent pas se contredire, mais doivent s'emboîter. Je le dis pour notre pays, je le dis finalement pour la planète. Les communistes,
Pourquoi je pense que ça ferait du bien à l'Union populaire aussi de les avoir dedans? Parce que ça fait 100 ans qu'ils ont maillé le territoire quand même, en tout cas dans des bassins industriels, qu'il leur reste des ancrages locaux et qui peuvent être quelque part comme des nerfs plantés dans des territoires où nous, on peine à exister. Quand je décris cette somme rurale, mais qui n'est pas seulement rurale, des bourgs où la gauche, et y compris notre gauche, n'est plus, on ne peut pas se priver de forces qui peuvent exister, qui peuvent être des relais d'une pensée progressiste dans des endroits qui sont aujourd'hui laminés. Voilà pourquoi je pense que ça ferait du bien à l'Union populaire si on arrivait à rallier ces sensibilités et à entraîner tout le monde sur notre chemin. Maintenant, ça ne doit pas se faire à tout prix, en s'asseyant sur le programme, on n'en est plus rien à secouer du fond, de l'idéologie. Non, c'est important. Alors, je ne veux pas défendre le programme ici ligne à ligne, je veux donner un esprit, plutôt une ligne générale de ce qui, à mon avis, doit être absolument préservé. Je vais noter 3 points. Moi, au fond, j'ai rejoint le parti de gauche, en tout cas j'en suis devenu un compagnon de route, dès 2009. Pourquoi ? Parce qu'il était la traduction politique du non au traité constitutionnel européen de 2005. Et donc, où, je le rappelle, 81% des ouvriers ont voté contre la concurrence libre et non faussée. Et donc, il faut absolument qu'il reste cet ancrage contre la mondialisation, contre le libre-échange et en faveur d'un protectionnisme. Ça, c'est le premier point qui, à mon avis, ne doit pas être abandonné. Ça me paraît important. Deuxième point, c'est Warren Buffett qui disait, donc quand il était première fortune mondiale, il y a une guerre des classes, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches, qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter. Eh bien, il y a une guerre des classes. Il y a une lutte des classes. Il y a le travail contre le capital, il y a le haut contre le bas, il y a les gros contre les petits, il y a les salariés contre les patrons. Vous mettez ça avec les mots que vous voulez, mais ça existe tous les jours. Ça existe tous les jours, c'est les victoires fiscales avec McKinsey qui ne paye pas ses impôts parce qu'il passe par le Delaware, avec Bernard Arnault qui passe par le Luxembourg, avec la Amazon qui s'auto-exonère de l'impôt sur les sociétés, pendant que l'artisan du coin va payer beaucoup plus d'impôts, et pendant que les foyers les plus modestes du pays payent en proportion plus d'impôts parce qu'ils payent la TVA que les plus riches fortunes du pays. Donc, il y a une lutte des classes. Et si jamais on doit, parce qu'on doit se mettre tous d'accord, arrondir les angles et ainsi de suite, effacer cette donnée, ce conflit central, ben c'est non. Donc ce conflit, c'est le conflit qu'on doit continuer à poser comme étant le conflit central. Et enfin, troisième point qui me paraît essentiel, c'est la centralité de l'écologie. Tout doit passer aujourd'hui à la moulinette de l'écologie. Les transports, le logement, le tourisme, l'agriculture. Moi, je suis pour un ministère de l'écologie qui soit un peu l'équivalent du ministère de l'économie, avec aujourd'hui tous les dossiers qui passent par Bercy. Je veux, je le dis, je le répète, qu'on s'inspire de Roosevelt qui, en 1942, a mis en place une économie de guerre. Nous, on doit mettre en place une économie de guerre climatique. Bon, voilà les 3 points qui pour moi, je ne passe pas en revue la totalité du programme de l'avenir en commun avec la mesure 47 et tout ça, je ne sais pas faire. Mais en revanche, dire qu'on doit être ferme sur notre opposition au libre-échange, on doit être ferme sur le fait qu'il y a une lutte des classes dans ce pays et on n'est pas tous sur le même bateau. Non, il y en a qui sont dans les soutes et il y en a qui sont en train de danser sur le pont. Et puis, la centralité de l'écologie, voilà le trépied qu'il ne faut surtout pas abandonner et même qu'il faut fortement renforcer. Voilà la force d'entraînement qui est aujourd'hui l'Union populaire. Je reviens quand même, j'insiste sur notre souci avec la France périphérique, la France des ronds-points, la France des gilets jaunes, on appelle ça comme on veut, et les France, parce qu'elles sont multiples et diverses. J'insiste parce que je ne voudrais pas qu'il y ait un aveuglement, une cécité là-dessus. Aujourd'hui, si on ne voit pas le problème qu'on a dans ces zones-là, on ne va pas se donner les moyens de le résoudre. Or, je pense que c'est un problème électoral, parce qu'on a là un plafond de verre à crever. Faire mieux demain, gagner des circonscriptions, ça passe par réussir à s'établir dans cette France périphérique. Il faut voir que pour l'instant, l'Union populaire est faible dans les communes en dessous de 100 000 habitants. Ça représente 50% du pays. C'est pas rien.
C'est énorme. Et donc, il faut regarder ça comme une chance. Parce que du coup, on voit où est le souci. On voit où est-ce qu'on doit progresser. On voit où est notre marge de manœuvre. C'est là. Bon. Et pour moi, c'est aussi un enjeu moral. Il y a un devoir de ne pas abandonner cette France qui s'est fait frapper par la mondialisation. Cette France qui se sent écrasée, humiliée, pour un peu parodier Victor Hugo, cette France industrielle, ouvrière, populaire, que moi, je parcours en reporter depuis plus de 20 ans. Et ma raison d'être comme journaliste, mais ma raison d'être comme politique, c'est que leur voix, même si elle est éloignée des centres-villes, même si elle est éloignée des centres de pouvoir politique, médiatique, économique, c'est que leur voix soit entendue. Et nous devons avoir pour ambition de porter fortement leur voix. Alors, on a un copain, Mathieu, qui a un Lucky Luke du tableau Excel qui nous sort des statistiques électorales dans tous les sens. Et donc, il m'a fait les stats des endroits où, en 2017, on n'était pas loin de gagner des circos à gauche dans la France périphérique. Et où, malheureusement, aujourd'hui, ça a plutôt tendu à s'éloigner avec des pertes de voix. Et je vois dans les circos qu'on pouvait gagner la dernière fois, je vois Longwy. Longwy, c'est une terre qui m'est chère. D'abord, tu sais, c'est l'endroit où Maurice Kriégel-Valrimont, mon héros, un grand dirigeant de la résistance, qui fait prisonnier le général von Choltitz, commandant du Grosse Paris en août 1944, et avec Maurice qui est derrière le général Leclerc pour aller signer sa reddition, quoi. Bon, et c'est là qu'il devient député communiste à la Libération. Je dis toujours que je l'aime bien, parce qu'il était membre du Parti communiste et puis parce qu'il en a été exclu et que ça fait de bonnes raisons de l'aimer. Mais donc c'est dans cette terre de sidérurgistes qu'il est élu député. Et c'est là qu'il va y avoir une immense bataille à la fin des années 70 pour le maintien de la sidérurgie en France. Ça va être une commune quasiment libérée puisque la police n'ose plus y entrer, les CRS peuvent plus y entrer, Johnny Hallyday est kidnappé, la Coupe de France, elle aussi, est kidnappée. Donc, c'est un creuset de terre ouvrière. Bon, et ben dans cette circo, tu as l'AFI qui était à 1281 fois de gagner la dernière fois en 2017. Mais là, tu as Jean-Luc qui fait moins 3000 voix. Et tu as, y compris en réintégrant le PCF, ça fait encore moins 1292 voix. Donc voilà l'un des endroits où je me dis, bon sang, on devrait se donner les moyens de regagner Longwy. Regagner Flix-Secours. Alors, quelque part, ça commence samedi. Regagner Flix-Secours. Pour Longwy, on verra. Si je suis appelé, j'irai à Longwy. Hein. Je veux le dire aux camarades de Longwy. Moi, s'il y a moyen de gagner à Longwy et de faire que, de la même manière qu'il faut bien voir l'enjeu sur la terre picarde, là, aujourd'hui. L'enjeu, c'est qu'on a un Pas-de-Calais qui a été bouffé par le Rassemblement national. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du containment. On essaye de contenir ça et de faire que ça ne descende pas. L'année dernière, on s'est bagarré sur Péronne, à l'est du département, pour que ça ne tombe pas aux mains de Damien Rieu, de Génération Identitaire, et qu'il n'y ait pas un truc de contamination qui arrive. Et ben voilà, là on va essayer encore une fois de faire du containment, et que malgré les scores à plus de 50% en Picardie, c'est-à-dire dans l'Oise, dans l'Aisne et dans la Somme, eh ben on n'est pas une prise du Front National qui ferait des petits fatalement. Donc, eh ben, ça commence à Flix-Secours. Ça commence à Flix-Secours ce samedi. Dans la joie, là, je suis un peu en colère, je fais des grands gestes et puis tout ça. Mais on va se marrer avec donc Shirley Lino karaoké à partir de 18h. Il y aura du covoiturage organisé en gare d'Amiens pour ceux qui viennent de Lille ou pour ceux qui viennent de Paris. Et vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon site avecruffin.fr. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Moi, vous dire que j'entame une séquence où je suis content. Là, je vais aller faire un porte-à-porte à Flix-Secours. J'étais à Vignacourt dimanche. Je rencontre un trader. Voilà, ça m'amuse, mais qui avait l'air de ne pas être hostile à Jean-Luc Mélenchon. Il y a un mec qui joue de la fanfare, qui était un ancien Redskin. Bon, ça me fait marrer de rencontrer les gens, d'entendre un peu leur vie. Et voilà, je pense qu'on ne peut pas porter la voix des gens si d'abord on ne les écoute pas vraiment.
Et pendant 6 semaines, je vais faire ça. Certes, je vais essayer de les convaincre qu'ils aient glissé un bulletin pour moi dans l'urne. Mais je veux aussi entendre ce qu'ils portent de colère et d'espoir. Et comment on peut traduire ça en mots, comment on peut les aider à exprimer ça, c'est-à-dire à pousser ça dehors et qu'ils ne le gardent pas en eux comme un truc qui noircit. Bon, voilà, ça y est, je pars dans mes machins. Voilà, et donc ça commence ce samedi à Flixecourt. Comme cité Maurice Kriegel-Valrimont, j'ai envie de terminer sur une anecdote de lui. Un jour, je vais le voir, puis je suis assez déprimé, t'as vu que c'est quand même déprimant tout ça. Bon, et il me dit, bon, c'est rien ça. Regarde, en 1942, je suis en prison, on est 7, il y a Serge Ravanel, il y a Raymond Aubrac. On est dans une cellule à Lyon qui est tellement petite que quand il y en a un qui veut se retourner, les 7, ils doivent le faire côte à côte. Mais si je leur avais dit, là, écoutez, bientôt, dans moins de 2 ans, Paris sera libéré, on l'aura libéré nous-mêmes. Si je leur avais dit, derrière, on va construire la sécurité sociale, on va mettre en place les retraites, il y aura des remboursements sur la maladie et tout ça. Il me dit, mais c'est pas seulement que les gars, ils m'auraient traité de timbré, c'est qu'ils m'auraient envoyé en hôpital psychiatrique aussitôt sorti de prison. Et pourtant, il me dit, on l'a fait. On l'a fait parce qu'on ne se rendait pas compte des montagnes qu'on avait à surmonter. Et bien moi, je sais pas, je me dis que c'est possible encore. C'est possible qu'on fasse jaillir des gens le meilleur et pas le pire. L'histoire est plus une histoire plate, lisse, continue. Tu vois, comme on a eu pendant des décennies une alternance entre le Parti socialiste et l'UMP qui, grosso modo, menait les mêmes politiques tranquillement et tout ça. Non, on vit des temps de bascule. Et il est possible que la bascule se fasse vers le pire, mais il est possible aussi qu'elle se fasse vers le meilleur. Et voilà pourquoi on doit lutter. Et donc voilà. Bon.